Je vous conseille quoi comme livre pour les groupes et représentations? Bon, là, c'est un peu dur de dire une référence comme ça, mais il y a le livre de Fulton et Harris qui est bien. Il y en a d'autres, hein. Mais pour les groupes finis et tout ça, celui-là est bien. Et donc Léopold qui demande d'où viennent les coefficients de pondération. C'est juste le nombre d'éléments à chaque fois. J'ai peut-être pas assez insisté. L'identité, il n'y en a qu'une. Les transpositions, il y en a 3. Et les cycles, il y en a 2. Donc c'est juste le nombre d'éléments. Là. Donc Finn qui demande est-ce qu'il y a des mathématiciens qui s'intéressent à ces questions liées à la physique avec la relativité générale et ces questions topologiques, ou c'est uniquement les physiciens? Non, où il y a des mathématiciens qui s'intéressent à ça, hein, il y a tout un champ. Alors, Adrien qui demande est-ce qu'au final les représentations agissent sur une structure comme G sur int G? Je sais pas. Il faudrait voir, je sais pas exactement. Et Milo qui demande j'ai pas compris la notion de cycle. Là, cycle, c'est juste le nom que j'ai donné, enfin c'est ce qu'on appelle parfois les 3 cycles. C'est juste les opérations qui permutent 3 éléments. On appelle ça cycle parce que A, B devient C et C devient A. Donc ça c'est un cycle. Et l'autre cycle, c'est le cycle en sens inverse. Voilà. Donc la raison pour laquelle je voulais présenter tout ça, c'était pour vraiment illustrer que les représentations, c'est concret. On veut associer à chaque élément du groupe une certaine matrice. Par exemple, là, on l'a vu vraiment explicitement ici. Et on veut le faire, évidemment, on veut s'abstraire du choix d'une base. Donc, on ne veut pas vraiment les coefficients de la matrice. On veut ça à choix d'une base près, donc à conjugaison près. Et on s'intéresse par exemple à la trace, parce que ça ne dépend pas de la base. Et une chose importante dont je n'ai pas vraiment parlé ici, mais c'est que si les éléments commutent, vous voyez, c'est ce qu'on avait ici, la raison pour laquelle ici je pouvais tout diagonaliser en truc de dimension 1, c'est parce que tout commutait. Donc dès qu'on a des choses qui commutent, ça va vraiment nous faciliter la vie, parce qu'on va pouvoir briser en représentations de plus en plus petites. Donc ça, c'est les leçons à retenir. Et donc maintenant, on peut passer au niveau au-dessus, en quelque sorte, même si en fait ça, c'est aussi très dur. Hein. Vous savez que souvent, les maths discrètes sont plus dures que les maths continues, mais pour nous, là, pour les exemples qu'on va faire, ça va être un petit peu plus compliqué. On va passer au groupe continu. Donc l'idée ici, c'est de faire en gros la même chose qu'on vient de faire là, avec les groupes finis, mais maintenant il faut le faire avec des groupes continus. Donc les groupes continus, j'appelle ça continu, c'est un terme un petit peu vague. Pour ceux qui veulent voir un petit peu plus de détails, on peut dire que c'est des groupes de Lie. Mais je n'avais pas envie de définir exactement ce que c'est ici. Donc on va juste continuer avec des exemples. Hein. Notre but, c'est vraiment d'arriver à la fin au boss final qui est le groupe de points carrés qui est là. C'est lui qu'on veut comprendre. Donc je vais essayer de prendre des exemples qui ressemblent un petit peu à ces groupes-là. Donc par exemple, un des groupes les plus simples qu'on peut imaginer, c'est, si je reviens là dans le groupe de points carrés, on va regarder bout par bout. Dans le groupe de points carrés, il y a des groupes qui ont l'air quand même assez simples, c'est par exemple les translations dans le temps. Donc c'est le groupe R, groupe additif R, et comme j'ai dit, celui-ci, il est commutatif. Si je translate